Le mindset anglophone, il est différent du mindset francophone. Le francophone, il est beaucoup plus classique. Il sort des grandes écoles. Et nos amis qui sont dans l'une des meilleures écoles de commerce en Côte d'Ivoire, qui est l'ESCAE, dès qu'ils finissent, leur premier objectif, c'est de travailler chez les Big Four. Et donc, les meilleurs qu'on forme pour créer des entreprises, au contraire, pas être des employés. Quand le président de la République, dans son discours, dit start-up, voilà, ça permet déjà aux investisseurs de dire mais pourquoi forcément aller ailleurs alors qu'en Côte d'Ivoire, on a véritablement une dynamique. Une start-up cherche pas une rentabilité. Wave disait, Zahler DG, qu'ils ont commencé à être rentables lorsqu'ils ont eu 21 millions d'abonnés. Vous imaginez l'effort, l'énergie à déployer pour atteindre 21 millions d'abonnés. On mettait Wave en tant qu'une PME, depuis on fermait la boîte. Le président Diomaye Faye voyage dans son avion, il y a des startups qui l'accompagnent, qui vont aller discuter avec d'autres startups pour amener du deal dans le pays. Et nous, que faisons-nous? Et quand nous, on entend que l'État est parti chercher une start-up ailleurs pour un marché qui pouvait revenir une start-up ivoirienne, on monte au créneau, on en parle aux décideurs pour leur dire non, 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 essayons en local. Et c'est que comme ça qu'on pourra avoir les champions nationaux. Alors les gars, comment ça va? Super bien. On a un invité de marque, Alex Denis, le président du CI20 qui a bien voulu nous faire l'honneur de participer à notre podcast. On aura l'occasion de parler avec lui de l'écosystème ivoirien en général, l'écosystème startup. On parlera aussi du CI20, du rôle du CI20 dans cet écosystème-là. Et en dernière position, on pourra parler aussi du Startup Act. On pourra chercher réellement à comprendre, à savoir ce que ça signifie et en quoi est-ce que ce sera bénéfique pour nos startups ivoiriennes. Alors Alex, comment ça va? Super bien, très ravi d'être avec vous ce matin. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, parler un peu de ton parcours et tout ça? D'accord, donc je suis Alex Denis, je suis le président du CI20 qui est le patronat des startups de Côte d'Ivoire. J'ai eu une carrière en droit, donc j'ai été à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest et juste après avoir fait mes débuts dans tout ce qui est légal, je me suis envolé pour l'Europe où j'ai travaillé en tant que trader. Pour l'agriculture. Donc, je suis rentré en 2016, j'ai lancé une boîte qui s'appelait Monri. On a travaillé sur toute la chaîne de valeur de la filière riz. Le projet il était super intéressant. Malheureusement, comme tous nos vies, on a connu un grand flop. Et donc, du coup, j'ai complètement laissé l'agriculture pour me focus sur le digital. Donc, l'idée, c'est que plusieurs autres répatriés qui avaient eu des carrières à l'international et qui sont rentrés ont vu leur entreprise au bout de 3 ans complètement plongée. Et la question revenait à pourquoi. Pour nous, c'était qu'on manquait certes de stratégie, mais d'outils de gestion. Donc, j'ai créé Innovin en 2017 pour véritablement apporter une solution locale à cette problématique. Donc, développer des outils de gestion pour les entreprises, pour les PME. C'est là que véritablement a démarré l'aventure. Donc, juste après, on a connu plusieurs succès. Via notre application, on a remporté Orange, le concours Orange Fab. Après, on a rencontré plusieurs autres concours. Ceux qui m'ont beaucoup marqué sont cette Orange Fab, mais aussi le concours de l'innovation à Reims. On était incubé dans un Fab Lab qui nous a permis de redesigner davantage nos applications. Après, on a été aussi chez HEC. C'était une très belle expérience. Ça m'a permis de relancer Tadjiri juste à la sortie de cette formation qui a été super importante dans ma carrière. Mais véritablement, je me définis comme un entrepreneur dans l'âme. Wow, tu es vraiment un entrepreneur dans l'âme parce que je me demande comment du droit, de UKO, tu viens dans le digital et tu crées des startups, tout ça, c'est assez marquant. Donc comment est-ce que ça se fait? Non, il faut savoir déjà que tous ceux qui ont une carrière quand même juridique sont polyvalents. Ok. Mais en réalité, c'était que j'ai été passionné par
par le digital, par l'environnement start-up. J'aime dire souvent pour rire, là-bas, on ne soulève pas des tonnes d'engrais ou de sacs de riz, mais vraiment tout est dans le numérique. Et donc, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus adapté à notre économie. Okay. J'aime souvent dire ça, on a loupé la révolution industrielle, on n'a pas le droit de louper la révolution numérique, mais c'est clair. Pour développer une application aujourd'hui, j'aurais besoin de moins de ressources que si je voulais mettre en place une usine de riz, une usine de X ou Y, et on comprend un peu que pour nous, jeunes Africains, le financement n'est pas quelque chose d'assez accessible. Donc, le digital nous permet de pallier ce manque et d'avoir une croissance assez rapide. Oh, mais c'est super en fait. Et je pense que vous revenez un peu à ce qu'il a dit. Je me demande quel a été le déclic réellement. Parce que je me dis, on fait le droit, ensuite on va faire du trading, on revient, et puis on se lance dans le digital. Bon, pas qu'un coup, mais après on va dire, après mon riz, on se lance dans le digital. Je me dis, quel a été le moment où Alex Denis s'est dit, non, je pense que là, le digital, c'est la voie à suivre et par rapport à ce que je voudrais faire en tout cas, le problème que j'aimerais régler, c'est bien la voie à suivre tout simplement. Oui, le déclic s'est fait sur la partie organisationnelle. Mais mes amis du lycée savent que on va me donner un devoir des Français, je vais mettre tableau dedans. Juste pour rire. Mais je voulais vraiment une solution qui pouvait répondre à nos besoins. D'avoir un petit ERP Made in Africa qui n'est pas forcément un copier-coller de ce qu'on a en Europe, et je n'en trouvais pas. Les licences étaient aussi très chères. Donc, je me disais, si moi, je suis dans cette problématique, j'imagine alors les TPE, le secteur informel, et c'est vraiment là qui a été le déclic. Donc, j'ai réuni autour de moi en 2017 une équipe vraiment de jeunes Ivoiriens, et on a vu comment est-ce qu'on pouvait soit customiser ou apporter une plus-value vraiment locale à tous ces métiers autour des outils de gestion, comptabilité, RH, mais vraiment le démocratiser pour le rendre accessible à tous ces entrepreneurs. Donc, je pense que si on veut parler des clics, on sera vraiment situé autour de cette solution qui, pour moi, manquait véritablement à notre écosystème. Ok. Bon, ma question, ce serait beaucoup plus, comment s'est fait la connexion avec les autres entrepreneurs de l'écosystème tech? Passer du droit, parce que c'est un autre monde, venir découvrir ce nouveau monde-là. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait à Vivatech, je crois, en 2018 ou 2019, ainsi. Si la mémoire est bonne. En fait, on allait à Vivatech et on s'est rendu compte que lorsqu'on parlait d'écosystème, de start-up, on faisait un focus plus sur les influenceurs tech de la Côte d'Ivoire, pas sur les start-up. Parce qu'en ce temps, on était vraiment disparates. Et donc, à Vivatech, on a décidé, je me rappelle, on était en chambre, il y avait Lamine Barrow, il y avait Steven Bedi, il y avait moi, et on s'est dit il y avait aussi Amel Grambouté. Et donc, on s'est dit, si on restait à ne pas avoir une forte présence sur le digital, en ce temps, je savais pas communiquer sur le digital. Je savais vraiment pas ce que c'était. Je me rappelle, je disais à Ahmed, qui lui était un peu plus sur tout ce qui était community manager, que bon, écoute, à partir de maintenant, voyons comment est-ce que je vais te rémunérer pour que tu puisses communiquer sur ma startup Innoving. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée. On a dit qu'il faut qu'on mette en place un groupement. Le premier nom même que j'avais stipulé, c'était Synergie 225. Et quand on est rentré de Vivatech, Steven Bedi a véritablement porté le projet. Il était avec Lamine Barrow, beaucoup plus ancien dans l'écosystème, mais ils étaient là depuis 2016. Et donc, ça donnait un peu la première tournée du CI20 qu'on avait. Et donc, moi, je voulais apprendre à communiquer. Je me rappelle, Ahmed n'était pas très disponible. Et donc, je suis allé booker, me former. Et le premier contrat qu'on a décroché sur la communication digitale était avec Bridge Bank sur son produit Momo Cash. Alors que pendant ce temps, j'étais une start-up Orange Farm. Mais c'était une très belle aventure. On a super bien communiqué pour le produit qui est aujourd'hui devenu Bridge Microfinance. Mais bon, voilà un peu comment s'est fait véritablement ce match avec les autres entrepreneurs. Et en ce temps, on regardait vraiment, nous, de très loin, des entrepreneurs à succès tels que Balma,
tels que Yaya Kone, on avait Lifiled, on avait Koliba, qui C'est ça. étaient vraiment de personnes qu'on se disait, mais waouh. Et leur simplicité nous a vraiment permis de nous rapprocher d'eux et de rentrer dans l'univers des startups en Côte d'Ivoire. Ok, et souvent, très souvent, quand on regarde, on essaie de comparer le monde Afrique francophone à Afrique anglophone en termes de start-up, on voit qu'il y a un gap. Est-ce que peut-être qu'on se dit que si le CI20 était là, peut-être depuis 2011, on aurait peut-être eu le même niveau, mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce gap? Est-ce que c'est l'Afrique francophone qui n'a pas voulu s'accrocher à une opportunité, n'a pas vu très tôt que le digital était une opportunité? Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Non, moi, j'ai pas cette lecture. D'accord. Je pense pas que si on avait dans ce temps une association, on aurait peut-être beaucoup plus. Non. Je pense que tout est une question de mindset. Le mindset anglophone, il est différent du mindset francophone. D'accord. Le francophone, il est beaucoup plus classique. Allez, il sort des grandes écoles. Regardons un peu. Je sais qu'ils seront pas contents, mais nos amis qui sont dans l'une des meilleures écoles de commerce en Côte d'Ivoire, qui est l'SKE, dès qu'ils finissent, leur premier objectif, c'est de travailler chez les Big Four. Et donc, les meilleurs conformes pour créer des entreprises, au contraire, pas être des employés. Donc, le temps pour eux de finir tout leur parcours et en fin de carrière, venir être des entrepreneurs, va donner un gap différent. Alors qu'on aurait un mindset qui dit, bon, moi, j'ai fini ma formation, je me lance dans l'entrepreneuriat, il faut que je crée telle société, telle vision. On ne l'a pas. C'est ça la différence. Et le francophone a peur de l'échec. Ah, moi, je ne peux pas vous raconter combien de fois on a tapé poteau. On a peur de l'échec. Et le fait d'avoir peur de l'échec te fait rester dans ta zone de confort. C'est toute la différence. Après, c'est clair que si on veut se mettre sur une économie de marché, quand tu prends le Kenya, la Tanzanie ou même le Nigeria, ils ont des populations beaucoup plus, en termes de nombre de population, hein, qui fait qu'on a une profondeur du marché. Mais cette question se règle rapidement quand on arrive dans l'Afrique francophone. Oui. Avec la monnaie qu'on a, on a quasiment 300 millions de personnes qui ont la même problématique. Et donc, le gap se fait sur le mindset. Et de l'autre côté, on aura maintenant le rôle que doivent jouer nos différents États pour attirer mais vraiment ces bailleurs, ces investisseurs-là, à investir sur le plan local. La différence nette aussi qu'il y a, bon, à part la barrière de la langue, c'est que les entrepreneurs africains, je vais dire ivoiriens, et on le voit aujourd'hui, sont pas beaucoup plus concrets, mais beaucoup plus concentrés. Donc, ils n'auront peut-être pas la vitesse de croisière qu'à une start-up anglophone, mais ils auront une résilience qui est vraiment un de nos chapeaux. Mais je me demande comment est-ce que le CI20 a participé. Je veux dire, est-ce que le CI20 a participé à aider l'écosystème en termes de changement de mindset? Mais oui, et énormément. Ça a été d'ailleurs même nos premières missions dans le début du CI20, c'était faire en sorte de fédérer l'écosystème. Et donc, lorsqu'on fédère l'écosystème, on devient plus fort et on attire forcément. Mais on a calqué un peu le modèle de ces startups qui, bon, aujourd'hui, a vraiment une avance. Hein, ils sont devenus une agence financée par leur gouvernement parce qu'ils ont vu l'impact que ça a eu. Regardez un peu en Côte d'Ivoire, je dis pas les meilleurs. Moi, on a des startups sénégalaises qui, en Côte d'Ivoire, ont pignon sur rue, lèvent beaucoup plus de marché. C'est bien, mais c'est parce que derrière, il y a eu toute une stratégie gouvernementale avec la DER qui a impulsé ce dynamisme. Ici, on n'a pas ce même niveau d'implication, mais c'est en train de venir. Et c'est en train de venir à cause du CI20. Et donc, qui, pas par sa seule force, hein, mais en fédérant tout l'écosystème, que ce soit le GOTI, je profite pour saluer le président Patrick Beng. Donc, toutes ces organisations-là ont vraiment mis la main à la pâte pour qu'on aboutisse aujourd'hui même sur la Startup Act. Super. Donc,
Là, je pense que c'est le moment pour nous de pouvoir en savoir un peu plus sur la Startup Act. Donc, qu'est-ce que c'est réellement la Startup Act? La Startup Act, on s'est inspiré du modèle tunisien. Donc, la Tunisie, au niveau startup, est super avancée. Ils ont compris que l'économie numérique est vraiment la pierre de lance. On regarde un peu aujourd'hui les GAFA, on voit comment est-ce que ce soit TikTok ou l'IA en train de bouleverser. Donc, la Tunisie était quand même en Afrique dévancée sur cette question. Donc, s'inspirer de la Tunisie, il y a eu énormément de séminaires, je vous dis, des séminaires sur lesquels il fallait comprendre le mécanisme des startups. C'est tout nouveau. Vous voyez, par exemple, les banquiers n'ont pas un mécanisme en Côte d'Ivoire adapté à l'environnement des startups. Pour eux, dès qu'on finance une startup, il faut une rentabilité le mois prochain, alors qu'elle peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, la Startup Act va venir permettre de définir véritablement qui est une startup. Puisque nous sommes tous considérés comme des PME. C'est clair qu'il faut avoir un registre de commerce, mais notre activité est différente. Moi, je prends une startup qui, dès qu'elle est créée, doit commencer à payer à l'État des impôts sur les salaires. Exactement, chaque mois. Ça fait qu'on ne peut pas recruter des personnes ressources. Ça va coûter trop cher. Notre budget charge sociale va super augmenter. Donc, on tire l'argent où il fallait faire du RSE. Et donc, la startup va permettre de pouvoir alléger fiscalement les startups, leur donner un statut qui leur permet d'être reconnus. Donc, du coup, quand on ira en banque, on dira non, c'est pas une PME, c'est une startup. Et donc, son économie est différente. Et ça, c'est super important. Derrière, ça va rassurer les investisseurs. Parce que les investisseurs, quand ils viennent investir en Côte d'Ivoire sur une startup, ils veulent pas qu'elle soit considérée comme une PME. L'économie est différente. Et donc, la startup va véritablement permettre avec tout ça de structurer, mais de donner officiellement un statut aux startups. Quand le président de la République, dans son discours, dit startup, vous voyez que ça permet déjà aux investisseurs de dire, mais pourquoi forcément aller ailleurs alors qu'en Côte d'Ivoire, on a véritablement une dynamisme et c'est en train de prendre beaucoup plus d'ascendant. Aujourd'hui, au plateau, à l'immeuble Postel, on a tout un campus start-up qui se met en place. Pour permettre aux startups d'avoir du coworking, de Fab Lab, mais c'est l'émanation de cette loi-là qui nous permet d'avoir ces avantages. Super. Et moi, j'ai une question peut-être que certains auditeurs vont se poser. Déjà, c'est quoi la différence concrètement entre PME et start-up? Et pourquoi est-ce que les business models sont différents? Et est-ce que la Startup Act n'est pas un peu du favoritisme au niveau des startups? Est-ce que les PME, on va se dire, bon, ok, maintenant ils sont dans le coin là-bas, peut-être que voilà, c'est eux qui ont levé beaucoup plus de fonds, alors qu'on sait qu'une PME, les PME dans nos économies représentent le poumon de l'économie ivoirienne ou bien de l'économie africaine. Donc pourquoi est-ce qu'il est différent de dissocier les deux modèles? Déjà, le modèle économique d'une start-up n'a rien à voir avec le modèle économique d'une PME. D'accord. Une start-up cherche pas une rentabilité. Okay. Une rentabilité, c'est j'ai acheté tel produit, j'ai consommé tel produit, je connais déjà ma marge et je fais ma vente. Wave disait via leur DG qu'ils ont commencé à être rentables lorsqu'ils ont eu 21 millions d'abonnés. Vous imaginez? Ok. L'effort, l'énergie à déployer pour atteindre 21 millions d'abonnés, alors qu'une PME allait être beaucoup plus rentable avec moins. Et donc, si on voulait partir sur une échelle comparative, on mettait Wave en tant qu'une PME, depuis on fermait la boîte. Non. On la mettait en tant que start-up, on sait que le seuil de rentabilité est à tel niveau et on a tout le mécanisme qui va permettre, bien qu'on fasse des pertes, d'aller récupérer encore des levées de fonds et autres. Jumia, c'est le même cas. Donc, on a plusieurs start-up comme ça, Twitter, ils ne sont pas rentables. Donc, on a des start-up qui brassent et qui lèvent beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas pour autant rentables. Donc, le modèle économique est déjà différent. Et donc, lorsque le modèle économique sur deux, on peut dire, sont des entreprises, une PME, une start-up est différent, on a ce qui revient de la frilosité. Les investisseurs vont préférer, lorsqu'ils ne comprennent pas le mécanisme d'investissement start-up, aller sur une PME. Parce que si elle est dans la construction, on a fini de construire nos maisons, on a vendu. Mais lorsqu'elle est dans l'innovation,
on est vraiment sur une matière qui n'est pas palpable. Je mets en place une technologie qui demain peut ou pas avoir un go ou no go, avoir un product market fit qui s'adapte aux besoins ou pas. Une PME ne peut pas itérer, pivoter. Une start-up peut. Donc, si vous remarquez, même dans toute sa démarche agile, beaucoup de PME commencent à prendre des dispositions ou des manières de faire des start-up parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment deux économies et deux mondes à part. Et aujourd'hui, en France, lorsqu'on était à Vivatech passé, qu'on parlait avec la ministre du numérique, elle nous a montré comment est-ce que, en impulsant les startups, mais la France a pu créer des millions d'emplois. Avec la French Tech. Effectivement. Et ce qui sera vraiment un avantage 2 fois plus considérable pour les startups en Côte d'Ivoire. Donc, on regarde un peu, hein, on voit la performance que Jamo est en train de mettre en place. On voit ce que Glovo est en train de faire. On voit ce que Yango est en train de faire. Donc, c'est deux économies différentes et la Startup Act va permettre de pouvoir standardiser vraiment ces économies pour nous, les startups. Super. J'ai une dernière question avant de te laisser la parole. Est-ce que ce qui fait l'essence d'une startup, c'est seulement le business model ou c'est le fait qu'elle insère la technologie dans son business model? Je veux dire, par exemple, est-ce qu'une entreprise, une PME qui offre, par exemple, des services informatiques, ou bien, je veux dire, par exemple, du community management comme service, est-ce qu'on peut la considérer comme une startup? Pour ça, je me demandais quelle est la différence entre une PME et une startup. Est-ce que ça réside seulement dans le business model ou il y a d'autres aspects aussi à prendre en compte? Non, il y a plusieurs aspects, mais ne voyons pas seulement que l'aspect technologique. D'accord. La technologie est un plus. On a des startups qui ont mis des mécanismes biologiques. On a des startups qui ont mis des mécanismes qui permettent de pouvoir créer des aliments. Donc, on a une startup de Daniel Oulaï qui est dans l'agriculture, qui n'a pas forcément la technologie, mais qui est en train de performer. Donc, déjà, ils ont voulu labelliser le riz d'anané. C'est une innovation. Donc, nous, on l'a essayé en 2016, on l'a pas pu. Aujourd'hui, ils ont réussi à le faire. Ils ont un processus qui permet de réduire la production des aliments pour la filière porcine. Avec une technologie qu'ils ont. Ce n'est pas une technologie numérique, mais c'est une technologie. Donc, en réalité, qu'est-ce que nous on dit? Pour être une start-up, il y a plusieurs niveaux, mais l'innovation est quelque chose d'important. Mais l'innovation, c'est pas la création. L'innovation, c'est j'ai regardé la roue, je me suis rendu compte qu'en rajoutant telle technologie, tel mécanisme, je pourrais la faire tourner plus rapidement. Est-ce que je m'en vais sur une économie PME en disant ma roue tourne plus vite, donc j'ai besoin de faire tel bénéfice pour vendre? Ou bien est-ce que je m'en vais sur une économie start-up pour dire bon, il va me falloir avoir un product market beaucoup plus, un product market fit beaucoup plus aligné, il me faut du UX design, il me faut. Donc, on a vraiment plusieurs aspects. Mais quoi qu'à la fin, toutes sont des entreprises. Hein. À la fin du game, c'est combien je gagne. Combien je gagne, exactement. Ouais. Je pense qu'avec la série de questions d'Alex, c'est assez intéressant. Peut-être de savoir maintenant comment faire pour rejoindre ce programme, en fait. Ah oui. C'est un mécanisme. Il est en train de se mettre en place et nous, on a applaudi encore lorsqu'on entend à chaque conseil de ministres qu'il a été débattu de l'économie des startups, des avantages qui seront mis à disposition des startups et tout. Et donc, la loi, elle est claire. Hein, pour bénéficier de la Startup Act, il faut que ce soit une entreprise ivoirienne dont le capital est en majorité détenu par des Ivoiriens. Et donc, ça va permettre de pouvoir postuler et être sélectionné par le comité en fonction de la maturité du projet et de tous ces aspects. Maintenant, on dit avant même d'arriver à la maturité, à intégrer, avoir le label, hein, parce que ce label-là, on a des exonérations qui vont de 5 à 8 ans, c'est vraiment important. Les PME ont le même dispositif, hein, via le CPC, ils ont des agréments qui leur donnent accès à ces avantages aussi fiscaux. Mais nous, en tant que start-up, on ne pouvait pas aller postuler sur ce segment. Donc, c'est un peu ça. Et donc, nous, aujourd'hui, au CI20, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis divers programmes pour permettre à tous les jeunes de pouvoir, in fine, avoir une start-up qui sera labellisée. Donc, on a d'abord le CI20 Talent Link, donc qui va être notre programme d'emploi.
Il va permettre à tous les talents locaux de postuler via l'emploi jeune ou notre site à avoir du boulot. Et ils auront ces 300 startups-là qui pourront leur proposer du job en stage ou en emploi direct dans leur startup. Donc, allons-y ici, chaque startup en 3 jeunes. Allez, tout de suite, on a un bon quotient. Mais ils seront dans un environnement startup. Et lorsqu'on travaille dans une startup, l'idée à la fin, c'est d'aller créer sa startup. C'est pas de faire carrière. Sinon, on va directement dans une PME ou dans une grande entreprise. On a lancé aussi le programme Save1 Connect, qui lui va permettre de faire du mentorat. Donc, on a des personnes qui super brillants, mais ne savent pas comment créer une startup en Côte d'Ivoire, quelle est l'économie même des startups. Donc, avec des programmes de mentorat qu'on va démarrer à partir de mai-juin, ils pourront bénéficier de tout ce qu'il faut pour pouvoir créer leur startup. Et une fois qu'ils auront créé leur startup, ils peuvent intégrer maintenant le CI20 pour pouvoir bénéficier de tous les avantages mis à disposition pour les startups du CI20, mais pour toutes les startups de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et avoir la possibilité, lors des comités de certification, d'avoir le label startup. Super. Donc, est-ce que à part la problématique de labellisation, tu penses que les startups ici en Côte d'Ivoire rencontrent d'autres problèmes, d'autres difficultés? Et quels sont ces... Si on commence, on va pas terminer. Et comment est-ce que le CI20 aide aussi ces startups-là à résoudre ces difficultés-là? Notre économie n'a pas de dispositif pour pouvoir financer les startups. Regardez quand l'ADER au Sénégal a mis en place des budgets pour accompagner les startups. On a vu ce que InTouch est devenu. On voit ce que d'autres startups du Sénégal sont en train de devenir. Socium a levé encore de l'argent. Et donc, ça a été impulsé par ça. Parce que le mécanisme de la banque classique ne veut pas aller sur les startups. Le risque, il est trop grand. Sur 100 startups, il n'y a peut-être que 2 ou 3 qui vont pouvoir arriver à un niveau assez intéressant. Je prends l'exemple de Wave. Regardez, c'est pas leur première fois. Ils sont venus à plusieurs reprises. C'est une startup américaine qui s'est basée au Sénégal, qui a échoué, qui est venue en Côte d'Ivoire, qui a appris de ses erreurs et qui aujourd'hui challenge véritablement des personnes qui étaient des entreprises qui étaient dans un confort important. Mais c'est parce que derrière, ils ont tout un financement qui est mis en place. On prend les startups de la French Tech qui viennent en Côte d'Ivoire, appuyés par BPI, appuyés par la France, qui arrivent à pouvoir avoir des mécanismes d'accompagnement via l'AFD et autres, qu'ils propaco, qu'ils lèvent et qui viennent nous dire, mais nous, on a quoi? On n'a que, et j'en profite encore pour dire merci au ministre Touré, qui via l'AEG a mis en place le Startup Boost Capital avec le CI20 pour investir. On parle de quoi? Des milliards. L'année passée, on a distribué et on a permis aux startups d'avoir du crédit. C'est pas ça. Pour une startup, avoir un crédit qui va commencer à rembourser, même si on met un délai de carence de 6 mois, c'est déjà beaucoup. Donc, les startups ont eu entre 50 et 30 millions. On a pu financer une cinquantaine de startups. Le million, il est atteint. Donc, 50 startups, c'est pas énorme. Mais en réalité, les startups ont besoin de capital risque. Quel dispositif on met pour que des personnes investissent dans les startups, leur donnent de l'argent pour itérer leur modèle? Ça peut marcher comme ne pas marcher, donc c'est un investissement à risque. Mais si cet investissement à risque même n'est pas là, comment est-ce qu'on veut qu'une startup se développe? Donc c'est toute cette économie pour laquelle nous on se bat tous les jours au niveau du CI20. On commence à avoir de bons résultats. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quand même un hub au niveau de tout ce qui est start-up. On voit beaucoup plus d'investisseurs qui partaient directement au Nigeria, venir en Côte d'Ivoire. Mine de rien, nous sommes l'un des poumons de l'Afrique de l'Ouest. On est le numéro 1 au niveau de l'économie de l'UEMOA, mais au niveau de nos startups, on peine encore à avoir des résultats assez intéressants. Oui, donc en fait, je sais très bien qu'on parle de financement ici. Donc la question en fait c'est comment à notre niveau en tant que l'écosystème ivoirien, on peut, quelles sont les dispositions à mettre en place, je dirais, pour pouvoir dépasser le Sénégal? Pourquoi pas le Nigeria?
Non, oui, il faut, mais ça réside vraiment dans déjà le cadre juridique. Il est mis en place. Avec la Startup App, on a le cadre juridique. C'est ce qui permet, moi je dis toujours au CIV1 de passer en patronat. Parce qu'on s'appuie sur une loi qui définit qui sont les startups et elles ont besoin d'être représentées par une fêtière pour pouvoir discuter avec le gouvernement. Juste après, on a besoin qu'un mécanisme de financement adapté aux startups soit mis en place. Il y a beaucoup d'argent, mais le mécanisme n'est pas encore là. On voit des investisseurs qui viennent, mais qui n'ont pas forcément l'idéologie, la mentalité, le pragmatisme ivoirien. C'est complètement différent. Vous voyez, le Sénégalais aujourd'hui, il a compris, le Nigérien, il a compris, il crée une entreprise, on crée une start-up pour la vendre. Nous, on crée nos startups pour en faire des entreprises pérennes. Donc, libérer des fonds ou des actions de ma startup me rend beaucoup plus frileux. Parce que quand on regarde aussi, on a vu de belles startups détenues par des Ivoiriens qui aujourd'hui sont en train d'avoir pignon sur rue, mais quand on rentre dans l'actionnariat, les investisseurs les ont phagocytés, ils n'y sont plus. Donc, la confiance, elle est là. Et il faut un mécanisme qui va permettre de garantir. Et la loi permet, par exemple, si on demande en majorité d'avoir un actionnariat ivoirien, c'est déjà quelque chose de rassurant pour ces startups-là. Donc, un mécanisme financier qui permet d'englober tout ça là va permettre aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire de pouvoir scale facilement. Mais regardez même un peu sur la consommation des produits. C'est vraiment toute une économie qu'il faut mettre en place, rassurer le consommateur final que entre une start-up, d'ailleurs une start-up ivoirienne, il y a aussi la technicité en Côte d'Ivoire. Nous, on le dit haut et fort et notre engagement en la matière ne fait l'ombre d'aucun doute. Lorsque vous confiez aux start-up pas ivoiriennes ou qui ont un accompagnement de la technologie ou des marchés, elles reviennent vers nous pour utiliser nos savoir-faire pour partir. Donc, pourquoi ne pas nous confier directement ce savoir-faire? C'est normal que si on n'a pas les financements et donc si on n'a pas une accès au marché, on sera frileux parce qu'on n'aura pas la possibilité de recruter toutes les personnes assez importantes pour pouvoir développer des solutions. Mais l'exemple de Jammo nous le montre. Avec les financements qu'ils ont reçus, ils ont fait ils ont recruté des personnes mais à un niveau tel qu'aujourd'hui, on regarde le UX du produit, toute la maturité du produit, on sent le travail. Donc, si on arrive à avoir des financements, et c'est des levées de fonds. Donc, si on arrive à avoir des financements et pas forcément que du crédit parce que la dette intervient après, on verra que nos startups pourront décoller parce qu'il y a des idées mais énormes aujourd'hui développées par les jeunes Ivoiriens. Et nous, le CIV, on a compris qu'il ne faut pas se limiter à Abidjan. Donc, on a organisé le CIV1 Tour qui nous permet d'aller vraiment dans toutes les autres régions, mettre à leur disposition le Startup Boost Capital, donc des enveloppes dédiées à ces régions. On était à Daloa, on sera à Djokwe, à Korogo, à Dabou, à Bonois, dans toutes ces localités, pour dire aux jeunes qu'on a des enveloppes qui leur permettent de pouvoir avoir du financement. On a aussi des concours qui permettent d'avoir des subventions où on a le love money. Comment est-ce que, avec l'environnement, on arrive à lever des fonds? Mais c'est très, très, très insignifiant pour la maturité de notre écosystème. Juste une dernière question. En fait, je pourrais parler avec certains investisseurs et autres. En tant que, on va dire, président du patronat des startups, certains investisseurs disent, les entrepreneurs francophones sont beaucoup moins concrets que les entrepreneurs nigériens. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Concret dans... On dira concret dans le sens de... Non, oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Lorsqu'on investit sur une start-up, en réalité, on investit sur l'entrepreneur. Mais lorsqu'on investit sur l'entrepreneur, il y a aussi d'autres paramètres comme... Mais il faut lui faire confiance. Il faut lui permettre de pouvoir déployer ses stratégies. Et c'est pas parce qu'on investit 250 000 $ sur un entrepreneur qu'au bout de 3 ans, les 250 000 $ vont être rentables. Mais lorsqu'il arrive qu'il est éthéré et que ce n'est pas forcément la bonne approche, il faut avoir encore du redondant, aller sur les marchés financiers pour ces investisseurs pour abonder la start-up. Moi, je dis, aucune start-up ne peut être rentable vu la profondeur de notre marché en un an.
Sauf si vraiment elle a eu l'idée du siècle. On regarde un peu la maturité digitale en Afrique, ce n'est pas le cas. Donc, pour pouvoir avoir ces résultats qu'on veut, l'entrepreneur, comme l'investisseur, doit être résilient et marcher vraiment dans la même ligne de conduite. Comme je le dis, ça peut marcher, comme ne pas marcher. C'est pour cela qu'on parle de capital risque. Le risque, il est clair. Donc, je mise sur quelque chose qui va me permettre de rentabiliser 2 ou 3 fois plus. Donc, si j'y crois, je continue de miser. Mais on se rend compte qu'en réalité, c'est pas sur l'entrepreneur qu'on fait la mise, mais on fait la mise plutôt sur le business. Et lorsque le business ne décolle pas, on prend pour responsable l'entrepreneur, alors qu'en réalité, toutes les décisions se font au conseil d'administration. Et très souvent, les décisions même du start-upper où sa vision est écartée. Et donc, dans la majorité des cas, on se rend compte que c'est beaucoup plus des gérants que les investisseurs cherchent pour pouvoir conduire leurs idées. Et ça va pas matcher avec la philosophie même des start-upers ivoiriens. Hey, les gars, on a la possibilité d'avoir du job. On a voulu lancer nos entreprises, c'est pas pour venir des DG. Donc, il faut vraiment que nos visions soient portées. Mais ça se fait dans un cadre de confiance avec les investisseurs. Mais les Nigériens et autres, ils ont des années d'avance. Ils ont de l'expérience qu'il ne faut pas occulter. Et ils ont la possibilité, eux, d'avoir des investisseurs qui ne sont pas frileux. La barrière de la langue fait que le mec, il a son idée, il va à la Silicon Valley, il discute lors d'un road show, mais tout de suite, il peut lever mais $250,000. C'est rien qu'un investisseur. Mais lorsqu'un investisseur ici, francophone, a injecté $250,000, c'est-à-dire 100 millions dans une start-up, on applaudit comme c'est pas possible. Mais allons-y, on a 100 millions pour une start-up qui a une masse salariale de 10 millions. C'est 10 mois de vie. Dis-moi. En 10 mois de vie, on n'est pas sûr de pouvoir atteindre la maturité du projet qu'à la fin, parce qu'il faut l'itérer. Et ça demande des ressources que le start-upper ne peut pas aller chercher. Et s'il pouvait aller chercher ou s'il pouvait être rentable au bout d'un an, je vous assure, excusez qu'on n'allait pas aller chercher des investisseurs. C'est ça. Donc moi, je pense que aujourd'hui, la maturité qu'on a, nous, on va avoir 2 types de marchés. Un marché B2G, où tu sais que c'est difficile d'être payé par l'État, mais ils ont des problématiques qui peuvent être réglées, qui vont te donner du cash flow, qui va te permettre de te développer. Et puis, un capital risque qui vraiment croit en ton projet et qui sait que la rentabilité ne peut pas être demandée du jour au lendemain. Ici, peut-être quel est le rôle, par exemple, de ces institutions internationales, les DFI? Je vais prendre le cas de Proparco, par exemple, ou d'autres GIZ. Quel est le rôle réellement qu'ils pourraient jouer là? Je les vois parfois en train de créer des programmes pour permettre à certaines startups d'avoir $100,000 par-ci par-là. Je me demande, est-ce que ceux-là ne peuvent pas, je veux dire, combler, on dira, le gap qu'il y a entre l'entrepreneur francophone et l'investisseur aujourd'hui qu'on a sur nos marchés, je veux dire. Oui. Tous ces programmes dont on parle sont des programmes d'aide au développement. Tout à fait. Donc, qui ont dans leur politique, leur méthode de fonctionnement. Donc, c'est comme si on regarde la Côte d'Ivoire et puis on demande, bon, allons voir l'aide au développement allemand ou allons voir l'aide au développement français. Mais non, qu'est-ce que nous, on peut voir nous-mêmes en tant que Côte d'Ivoire pour pouvoir appuyer nos startups? Il y a la communication pour dire, c'est pas consommer ivoirien qui est frais, mais on a des produits locaux qui sont bons. Pourquoi ne pas les utiliser? Si on fait une échelle de marché, ça permet tout de suite de pouvoir scale. Nous, lorsque Yango lançait en Côte d'Ivoire, on a des startups qui avaient développé mais la même chose que Yango. La différence est faite à quel niveau? Le pouvoir d'achat. Tout à fait. Yango investit énormément dans la communication. 35%. Voilà. Et automatiquement, toutes ces autres startups-là se sont vues ont changé complètement de business model. Mais si on avait un tout petit protectionniste, on verra bien que ces startups-là aujourd'hui allaient faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous les capitaux, mais ces capitaux restent pas. Alors qu'une startup locale fait rester ces capitaux. Donc, c'est une véritable économie qui ne peut pas se limiter à des dons de $100,000, quoi qu'important pour nous. Mais lorsque nos économies vont comprendre qu'avec la guerre des data qui arrive, les startups doivent être vraiment être
des leitmotivs. Le président Diomaye Faye voyage dans son avion. Il y a des startups qui l'accompagnent, qui vont aller discuter avec d'autres startups pour amener du deal dans le pays. Et nous, que faisons-nous? Donc, c'est bien beau. Moi, tout ce que fait déjà Propaco, l'AFD, le GIZ, c'est énorme déjà. Et donc, il faut à ça compléter une véritable volonté politique de porter les startups en Côte d'Ivoire. Elle se fait que de manière institutionnelle. Ce n'est pas méchant, mais il faut aller plus vite parce qu'il y va de la souveraineté numérique et économique de notre pays. Ça, exactement. Je voulais rebondir dessus. Je voulais savoir, déjà avec le CI20, en quelques années, vous avez déjà pu vous imposer pour que déjà l'État même arrive à dire le mot start-up. La première fois que j'ai entendu cela, pour moi, c'était vraiment une réussite déjà d'entendre cela. Je voulais savoir à quel point c'est difficile de faire du lobby auprès de l'État. Oui, il faut le dire. Hein. L'État, c'est nous tous. Donc, moi, quand je prends l'État, je prends déjà à quel point c'est difficile de faire du lobby au niveau de la population. Lorsqu'on va dire qu'on a une start-up ivoirienne qui arrive avec un produit, tout de suite, on sera frileux. Je prends l'exemple de Jamo. Ils sont une belle réussite aujourd'hui. Ils ont mis un nombre d'années pour pouvoir arriver où ils sont aujourd'hui et avoir combien de millions d'abonnés actifs. Lorsque je prends Wave, regardez le démarrage de Wave. Ils ont été dans les régions. Quand ils venaient à Abidjan, même tout le monde disait ça c'est quoi son corps? Donc, la mentalité même de la population qui constitue l'État est déjà une première barrière. Il faut faire confiance aux startups locales. Elles peuvent avoir des solutions qui ne sont pas à la pointe de la technologie, mais c'est grâce à l'utilisation qu'on va voir les faiblesses. Améliorer le produit et aller sur des produits qui sont beaucoup plus rentables. Et lorsque on voit l'adaptation, et ça vraiment, le continent africain est celui où on a le plus de smartphones. On regarde télé sur nos téléphones. Donc, on a déjà cette culture-là. Et une fois que ça s'est fait, et donc ça, toute la communication permet de le faire. Regardez aujourd'hui, les QR codes ont pris partout. C'est avec un QR code qu'on veut tout payer. Moi, j'ai lancé une start-up Icône qui développe des solutions de gestion pour les communes et qui permet aux contribuables de pouvoir payer sa taxe sans se déplacer via un QR code. Mais les contribuables, ils payent. On voit, nous, les résultats dans les villes où on est, dans la région d'Aloa, à Boaké-San Pedro, ça cartonne. Mais ce produit, je l'ai depuis 2018. Je suis en 2025. Il n'a pas encore eu de croissance. Pourtant, la technologie, elle est top. Le gain, il est énorme. On identifie des commerçants, on sait où ils sont. La mairie peut tout de suite avoir un budget prévisionnel pour dire que telle mairie, moi, j'ai tel chiffre d'affaires en recouvrement ou en taxe parafiscale à aller prendre. Mais ça ne décolle pas. Donc, il faut, lorsque on a l'adaptation du produit par le public, avoir maintenant un protectionnisme de l'État. C'est bon de le dire. Si l'État ne couvre pas ses poulains, on va se faire phagocyter. Parce qu'on est dans un monde où qu'est-ce qui se passe? L'extérieur vient, prend des parts de marché et retourne les capitaux. Donc, c'est vraiment une question d'économie. Il ne faut pas avoir les startups comme des jeunes poussins qui sont sortis de l'école, qui sont dans des Fab Labs avec des imprimantes 3D. Non, on a dépassé ce stade. On a des produits matures pour notre économie qui doit permettre de pouvoir scale à tout moment. Et ça, si on ne le met pas en place, on va se faire phagocyter. Mais je vais toujours la même question. C'est comment vous avez intéressé les ministres, le président, le gouvernement, en fait, à cette idée-là, en fait. Mais en leur mettant en place cette réalité économique, qu'une start-up peut aller très vite. Regardez, par exemple, aujourd'hui, quand vous partez sur le site de l'agence emploi jeune, elle a été développée par une start-up du CI20 Etudex, qui a mis en place une nouvelle plateforme avec de l'IA intégrée. L'État a fait confiance via le ministère de la Jeunesse. Mais c'est tout ce lobbying-là qu'on porte. L'État peut aussi donner des marchés à des startups. Ça ne va pas marcher. C'est normal. C'est une startup. Mais il faut continuer à la pousser. Parce que quand ça va marcher, la différence sera énorme.
Qu'est-ce qui a permis lors de la foire de l'emploi de pouvoir absorber cette jeunesse et de pouvoir les orienter? Mais c'est toute la technologie mise en place par une start-up derrière. Qu'est-ce qui a digitalisé complètement toute l'économie des cartes, des cartes bancaires? Oui. C'est une technologie mise en place. Qu'est-ce qui a bouleversé le monde de la télécommunication avec ces 1%? Ce sont des startups qui ont mis ça en place. Mais ces startups-là doivent avoir la confiance de l'État. Nous, la confiance de l'État nous permet d'avoir le cachet institutionnel, mais il faut aussi qu'il soit financier. L'État peut trouver des moyens de pouvoir accompagner des startups à résoudre des problématiques même de l'État. Et donc, c'est ce discours qu'on tient. Donc, lorsqu'on se tient devant les ministres, devant le gouvernement, on montre, voici tes startups, voici des réponses qu'ils ont, n'allons pas chercher ailleurs. Et quand nous, on entend que l'État est parti chercher une start-up ailleurs pour un marché qui pouvait revenir une start-up ivoirienne, on monte au créneau, on en parle dans les bureaux, on en parle aux décideurs pour leur dire non, 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 essayons en local. Et c'est que comme ça qu'on pourra avoir des champions nationaux. Super, super. En tout cas, le travail que vous menez aussi est vraiment noble. Et je pense que c'est aussi ce travail-là qui va rendre ce marché-là attractif, parce que je voulais aussi poser la question selon laquelle est-ce que le CIE20 seulement est près du gouvernement, ou bien fait aussi des actions pour que d'autres investisseurs indépendants, des VC, des grosses boîtes d'investissement européennes ou américaines puissent aussi s'intéresser au marché ivoirien? Oui, on a signé des partenariats avec BPI France. On a signé des partenariats avec Business France. On part accompagner le gouvernement à Vivatech pour faire du lobbying. Là, on part au Maroc sur le Diatex pour aller encore faire du lobbying pour le gouvernement. Je veux dire, tant que les investisseurs ne verront pas une dynamisme écosystème gouvernement mis en place pour les startups, c'est clair, les investisseurs, ils viennent mettre de l'argent. Il faut, il faut vraiment les charmer pour qu'ils viennent et qu'ils voient qu'il y a du potentiel. La Côte d'Ivoire, c'est un vivier, c'est en plein essor. C'est maintenant, il faut aller. Et ils viennent, ils créent des startups. Mais très souvent, ce ne sont pas des startups ivoiriennes. Et donc, il faut maintenant les pousser avec l'expérience que ces différentes startups-là ont pu avoir, à vraiment être des personnes ressources à adresser ces marchés. Donc, on n'est pas que étatique. Ah non, non, non. On a des partenariats avec le privé. On a lancé, par exemple, le CIE20 Business Club, qui est un club d'affaires entre des entreprises privées et des startups. En mai, on a la première activité du CIE20 Business Club qu'on a lancé le 31 janvier, qui va permettre aux partenaires avec qui on a signé à la Chambre de commerce française et la Chambre de commerce ivoiro-tunisienne. Ils ont vraiment une avancée sur comment est-ce qu'on match une start-up avec une entreprise. Donc, les entreprises peuvent ne pas avoir dans leur sein un pôle innovation, mais une start-up peut répondre à ce besoin rapidement. On s'est mis ensemble au niveau du CIE20 et on est parti avec plusieurs start-up sur des appels d'offres, comme des appels d'offres sur l'ANSUD et plusieurs autres politiques qu'on fait. On approche des entreprises privées pour leur dire voilà ce qu'on fait, comment est-ce qu'ensemble vous pouvez, pas que sur du RSE, sur du business, utiliser les technologies que nous avons pour y aller. Et donc, ils ont besoin d'une cartographie, des compétences, parce que c'est vraiment pas sûr. Moi, si je vous dis que j'ai une solution qui digitalise les mairies, est-ce que ça, vous savez? Non, parce que on n'a pas, nous, la force derrière d'avoir une communication 12 mètres carrés ou institutionnelle. Mais en nous rapprochant de ces entreprises, on leur dit, voici les backgrounds qu'on a, voilà ce qu'on a développé, et ainsi de suite. Et aussi, une autre question que je veux poser. Lorsque l'État investit à travers le CIE20, est-ce que l'État devient actionnaire dans les différentes startups, ou comment est-ce que ça se passe de manière? C'est un mécanisme sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, on a lancé Keza Capital Africa parce qu'on s'est rendu compte que le guichet unique que le CIE20 a pour le moment, c'est de la dette. Donc, c'est du crédit 7 à 8%, mais ce n'est pas forcément rentable pour des startups. Donc, aujourd'hui, on est en train de mettre en place un mécanisme qui est un capital risque qui va permettre, pas directement à l'État, mais l'État a des mécanismes, il a des entreprises publiques, il a du savoir-faire qui permet de pouvoir prendre cette part du risque-là
dans des startups directement et piloter la startup avec les entrepreneurs et au bout de 3 ans partir. Ça sera un protectionnisme de l'État et ça sera un peu différent d'un investisseur qui lui regarde forcément sa rentabilité. L'État va pas forcément, via ces dispositifs-là, regarder son gain multiplié par 4 ou par 5, mais va plutôt regarder la mise en place de champions locaux qu'on prône tout le temps. Non, ça ne peut pas rester que du verbatif. D'accord. Il faut des actions. Et nous, au CIV1, on met en place les dispositifs pour. Donc, il est vraiment en train d'être maturé pour permettre à l'État, via des mécanismes, d'investir directement en capital risque dans des startups. Ça se fait. Hein? On a le CDC Capital qui le fait, qui prend des prises de participation, mais ils le font dans des entreprises beaucoup plus grandes. Le minimum est de 300 millions. Vous voyez, la maturité de nos startups ne permet pas forcément de prime abord d'absorber 300 millions. Mais si on ne peut pas absorber 300 millions, mais qu'on peut absorber 80 millions, 100 millions, ces 100 millions vont permettre, avec toute la technologie déployée, le savoir-faire, de monter et d'atteindre, pourquoi pas, les milliards qu'il faut. On a vu, Jamon a pris 800 millions avec CDC. Dès le début, c'était pas possible qu'ils atteignent ça, mais aujourd'hui, ils ont dépassé. Donc, on a des startups qui ont vraiment de la profondeur, de la technologie, avec un marché exponentiel. Super. Et on sait que dans l'écosystème, dans un écosystème, c'est pas seulement les startups qui font du bruit. Il y a aussi ceux qu'on appelle les écosystèmes builders. Donc, je veux savoir, comme actuellement, le CI20 est le pont entre l'écosystème startup en Côte d'Ivoire et le gouvernement et aussi d'autres investisseurs. Est-ce que le CI20 peut financer ou bien aider certains programmes qui se mettent par certains jeunes à avoir aussi le financement? Je veux dire des programmes peut-être d'incubation. Voilà. Est-ce que le CI20 aussi regarde dans cette direction? Oui, et surtout sur le volet communication. Donc, Okay. nous, lorsqu'on rencontre des bailleurs qui veulent orienter leur investissement sur des programmes, des Fab Labs ou des incubateurs et autres, on n'hésite pas à faire le match. Donc là, par exemple, le vendredi passé, on était à une rencontre comme ça. Ils nous ont dit qu'ils ont besoin d'avoir une liste d'incubateurs pour voir dans quelle mesure ils peuvent leur apporter des subventions. Donc, ces informations, on les démocratise pour pouvoir permettre, via nos plateformes, de ne pas toucher que les startups. Mais une startup, il faut qu'elle vive dans un incubateur. Même si elle n'est pas dans un incubateur, il faut qu'elle ait un coworking où elle va venir mettre en place low cost ses bureaux pour pouvoir performer et réduire ses charges. Exactement. Et donc, nous, aujourd'hui, on porte vraiment une vision. La vision est qu'il nous faut un écosystème qui fait du business. On était pendant longtemps, c'est un écosystème qui avait besoin de se positionner. Aujourd'hui, on est orienté business. Donc, c'est de mettre en place, et là, on l'a déjà fait via le CI20 Connect, toute la technologie autour des startups pour pouvoir y aller. Donc, moi, je le dis, n'hésitez pas à vous rapprocher du CI20. Les gens pensaient que le CI20 était qu'un club d'amis. Aujourd'hui, nous avons démontré que le CI20, il est ouvert à tout le monde. Sur les quasiment 50 startups qui ont été financées via le Startup Boost Capital 1, il n'y a que 5 startups ou 6 startups du CI20. Toutes les autres sont des startups qu'on ne connaissait même pas, mais à qui on a permis d'avoir un financement qui leur a permis de sortir des projets, des processus, et on n'hésite pas. Donc, c'est de véritablement mettre ensemble l'écosystème pour répondre à ce besoin. Donc, si une start-up gagne beaucoup plus d'argent, elle pourra payer ses loyers sans problème dans un Fab Lab ou dans un coworking, pouvoir mettre ses équipes dans un endroit où travailler. Et c'est tous ensemble qu'on a enlevé cette mentalité que une start-up est juste des jeunes qui sont sortis de la fac, de l'université, qui sont en train de s'amuser. C'est une économie. Bien sûr. Une start-up, c'est une économie et qui vraiment bouleverse le monde aujourd'hui. Wow, super, super. J'aimerais qu'on revienne aussi un peu sur ton regard de manière globale à travers les actions que le CI20 a eu à mener sur l'écosystème depuis tant d'années. Quel est le regard et qu'est-ce qui a changé concrètement dans l'écosystème ivoirien? C'est vrai que on a parlé de Jamo tantôt qui a réussi à lever. Est-ce que tu penses par exemple que certaines actions du CI20 ont pu aider Jamo à intégrer Y Combinator? Ah non, on peut être clair, non. Jamo a toujours été, je crois,
Y Combinator Canada, ils ont fait leur parcours. Et au contraire, moi, je veux dire que l'éclat de Jamo réagit sur le CIV. Mais derrière, Jamo peut être super bon. Si la loi Startup n'est pas là, ça ne les encadre pas. Bien sûr. Donc, c'est un écosystème complémentaire. On n'est vraiment pas dans un caractère d'être adversaire ou qui est le plus fort que non, on n'est pas dans une basse-cour. Comment est-ce que, de manière complémentaire, on essaie tous d'apporter notre économie? D'autres pays l'ont fait avec une grosse force de l'État. Nous, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir absorber tous ces jeunes-là qui viennent? On a vu, l'État ne crée pas l'emploi, mais l'État incite et met des mécanismes pour pouvoir absorber l'emploi via l'investissement et via aussi nous, les startups, les Fab Labs, les coworking. Donc, c'est une économie qu'on met en place. Mais oui, les actions du CI20 bénéficient à tous les startups, y compris Jamo, y compris Wave, Julaya, Julaya, SynetPay. Énormément. Nous, on a signé un partenariat avec la French Tech, Julaya de la French Tech, de sorte à pouvoir échanger nos technologies et permettre à faciliter le label startup pour eux. Eux, ils nous permettent de pouvoir avoir sur tout ce qui est investissement des opportunités. Donc, c'est vraiment main dans la main qu'on peut permettre. Le marché, il est vaste. On pense qu'il est petit, mais on le résume qu'à 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. On a 300 millions de personnes autour. Donc, comment tous, on se met en place pour y aller? Et si on ne le fait pas, je le dis, la nature ayant horreur du vide, on va se retrouver à être les derniers de la classe. Alors qu'on a la technologie et on peut le faire. Donc, moi, je fais encore cet appel. Le CI20 n'est pas simplement qu'un groupement de jeunes. Il est un écosystème qui se met en place pour permettre à l'environnement start-up de pouvoir décoller. C'est que là qu'on pourra attirer des investisseurs qui vont permettre de changer la vie de nos populations. Parce que toutes les solutions qu'on propose sont des solutions qui doivent permettre d'avoir un impact sur la vie de nos populations. Sinon, en réalité, on ne voit pas quel est le game changer qu'on met en place. Et donc, pendant qu'un process va être très long dans une entreprise, elle va être très rapide dans une start-up parce que la chrono-compétition fait que plus le temps passe, plus la solution est obsolète. C'est ça. Je vois que, je ne sais pas si tu as eu à regarder au fait le cas du Kenya, où ils ont un souci avec les startups, c'est-à-dire la composition des startups. On se rend compte qu'au Kenya, la majeure partie des startups qui sont très connues, c'est juste des étrangers. Ici, avec notre cas, la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on pourrait s'arranger pour que on ressemble beaucoup plus à un écosystème comme le Nigeria, où c'est un mix de différentes nationalités, mais il y a toujours des locaux qui sont le nationariat pour défendre notre intérieur, la nation, côté protectionnisme économique et surtout même la conservation de la data. Comment est-ce qu'on s'arrange pour qu'on ne bascule pas dans les cas extrêmes du Kenya? Moi, je dis, et c'est l'un des rares pays que je vois gêner de parler du protectionnisme de sa population. Non, on ne doit pas avoir honte de le dire. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, on a 22 millions d'étrangers, ce qui nous donne un dynamisme assez intéressant. Mais si on ne protège pas les locaux, c'est clair qu'on se fait, on se fait phagocyter. Et la loi Startup est claire sur cette question. Le capital doit être majoritairement détenu par des Ivoiriens. Et donc, c'est du protectionnisme. L'État regarde et on voit le marché ivoirien est devenu attrayant. Des start-upers européens, occidentaux, chinois viennent en Côte d'Ivoire, créent des start-up, font leur marché. C'est des pas interdits. C'est prévu. Mais ils ne pourront pas bénéficier de ces avantages qu'on met en place pour garantir aux start-up ivoiriennes des parts de marché. Et donc, ça, c'est important. Si on ne le fait pas, ce cas, comme au Kenya, sera légion. Parce que moi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui va se passer? Sur les startups, ce qu'on pense, ce n'est pas de la création, c'est de l'innovation. Et on a l'innovation de marché. Qu'est-ce que l'innovation de marché? J'ai été dans un marché similaire au Brésil. J'ai développé telle
technologie, ça marchait. Je viens en Côte d'Ivoire avec la même technologie. Je regarde quelle est la mentalité, la manière de faire, le user des Ivoiriens et j'adapte. Je crée une start-up qui a réussi ailleurs et qui va venir avec des parts de marché se développer ici. C'est ça l'économie des start-up. On ne réécrit pas la roue. On regarde ce qui a marché. Sur Tajiri, c'est ce qu'on a fait. On en a copié le modèle de Horda. Vendies aussi. Oui, qui est une start-up nigérienne qui est en train de percer dans la restauration. Et donc, on a regardé ce qu'ils ont fait. On a adapté. Mais aujourd'hui, en termes de technologie, notre technologie est de pointe. Parce qu'on a pris le temps d'itérer. Malheureusement, on n'a pas les ressources financières de pouvoir scale puisqu'on a mis tout dans la technologie. Et le marché de la restauration est en plein boom, mais la mentalité est que le monsieur, il a longtemps laissé son bic et ça fait, il a confiance en ça. Le changer de paradigme est un coup. Mais ce coup, on ne l'a pas. Donc la start-up va s'essouffler. Je prends encore d'autres start-up qui sont dans ce même cadre. Et donc, si on ne met pas ce protection, ni au niveau de la loi, on va se retrouver avec des start-up qui ne nous appartiennent pas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est bon, ça dynamise l'économie, mais ça ne crée pas des champions nationaux. Et ça, c'est clair. Tu as parlé du modèle de Tajiri. En fait, j'ai pensé directement aussi au M Studio, qui est venu en Côte d'Ivoire avec un modèle qui, je pense, il n'existait pas avant. Et j'ai eu une discussion aussi avec Steven Bedi. Il m'a dit comme ça que les actions du CI20 ont facilité ce genre d'initiative là. Et moi, j'ai vraiment loué. Mais la question que je veux poser, c'est aujourd'hui, quel est ton regard sur les actions que mène le M Studio? Parce qu'on se rend compte que le M Studio n'a pas vraiment aussi d'alternative. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de M Studio ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est parce que le marché est trop petit ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à cela? Ah non. Pas du tout. Moi, je suis un produit du M Studio. Bien sûr. Tajiri je suis l'une des premières startups du M Studio et qui a investi. C'est clair que c'est un modèle super important. Sur quasiment 10 levées de fonds en Côte d'Ivoire cette année, 7 levées de fonds viennent du M Studio. Ouais. C'est un mécanisme qui a été mis en place par le M Studio pour rassurer les investisseurs. Ils en ont 2, Ring Capital et Savvy. Donc, le M Studio rassure les investisseurs que nous, on va coacher ces startups, on va leur donner les méthodologies pour pouvoir se développer. Donc, les actions du CI20 ont permis de faciliter ce dynamisme parce que le CI20 a tellement été un porte-évangile que tout le monde veut aujourd'hui créer une startup. Et donc, qu'est-ce que la facilité qu'on a? On a, en allant au M Studio, la possibilité d'avoir véritablement une équipe dédiée qui va accompagner le projet. Mais il n'y a pas que le M Studio. Orange le fait. La levée n'est pas la même à cause de la maturité des trucs. Orange le fait, MTN le fait. Mais on ne doit pas forcément attendre. Moi, je vois que vous avez un coworking. Vous pouvez le faire. Parce que c'est quoi dans le fond un studio de start-up? C'est un studio qui rassure les VC sur la qualité de ces start-up en mettant en place des process, de l'accompagnement, du réseautage. Et nous, notre objectif au CI20, c'est pas qu'il n'y ait que le M Studio. Bien que je sois un produit du M Studio, mais c'est qu'il y en ait des milliers. Des dizaines, Et on a vu avec Yiri, qui est on a dit l'incubateur ou le start-up studio de AGL. On a vu The Box, qui lui aussi a une machine à cracher des start-up. Donc tout est dans le jeu de la communication. Mais on ne doit pas s'arrêter qu'à là. On peut, et ça c'est ce que le CI20 fait. Là, en partant, nous, au Maroc, on s'en va tirer des investisseurs pour leur dire, mais on a une maturité digitale en Côte d'Ivoire, on a une profondeur de marché de la Côte d'Ivoire, tu peux couvrir les pays de la sous-région, viens implanter ton incubateur, viens implanter tes technologies pour permettre aux startups de pouvoir y aller. Donc, ce sont des initiatives à accompagner. Et moi, je le dis toujours, une expérience au démarrage peut tituber. C'est tout à fait normal. C'est la vie même de l'homme. On se lève et puis on court. On va faire 4 pattes, on va s'asseoir. Et donc, il faut donner le temps et la maturité à ce qu'on fait de grandir. Malheureusement, on est dans un monde
de chrono-compétition qui fait que dès qu'on a une idée aujourd'hui, on veut que demain nous rapporte. Moi, je le dis, j'ai commencé avec la solution de gestion des mairies depuis 2018. On est en 2025. C'est maintenant que le produit il est mature, il s'appelle Icône et il est en train de révolutionner la gestion des mairies en Côte d'Ivoire. Mais de 2018 à 2025, imaginons-nous. 7 ans. 7 ans, hein. 7 bonnes années. Imaginons tout le temps qu'il fallait pour voir, pour comprendre, pour analyser, pour itérer. On essayait à San Pedro, on était essoufflé, on a pris un bailleur de fonds qui est venu, ça n'a pas bien fonctionné. On est retourné à mettre des personnes écran pour dire, bon, vous allez être la partie commerciale, nous on va être la partie technique. Ça n'a pas marché, mais tout ce temps nous a permis d'itérer nos solutions jusqu'à ce que aujourd'hui Icône est imbattable sur la digitalisation des mairies. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'une start-up qui est créée aujourd'hui soit rentable dans un an. Ou dans 2 semaines. C'est pas possible. C'est pas possible. Si on veut le faire, allons créer des PME et on voit quelle est la marge bénéficiaire et on met tout le business model là-dessus, ça marche. Mais malheureusement, ce type d'économie ne permet pas d'avoir une croissance. Elle pourra pas scale, elle pourra pas être valorisée. Non. Et donc, c'est toute cette économie qu'il faut défendre. Et les investisseurs sont les bienvenus. Mais qu'en est-il des investisseurs locaux? Qu'est-ce qu'ils font? Et donc là-dessus, moi, je félicite Mafini, Dr Mafini, qui est en train de faire un travail mais énorme. Et c'est pourquoi je dis que l'écosystème ne se résume pas que aux actions du CIV. Le CIV est peut-être la pointe de l'iceberg, mais on a des personnes, par exemple Dr Mafini, qui est en train de convaincre mais véritablement les investisseurs locaux à investir aussi dans les startups. Mais pour une rentabilité demain, qui part un go ou un no-go. Vous voyez. Et derrière, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a M2 Business School avec qui on a signé un partenariat dans le Saving Club, mais qui investit sur des startups. Ils ont investi dans Push. Ils ont facilité les investisseurs qui sont entrés dans Push. Et on voit aujourd'hui ce que Push est. Vous voyez. Et donc, ce genre de mécanisme au niveau du CI20 via le Business Club, nous sommes en train de le mettre en place, mais pour qu'il soit bénéfique à toutes les startups. Donc, les investisseurs locaux doivent prendre aussi en marche ce train-là pour que demain, lorsqu'il y aura la rentabilité, on ne soit pas étonné. Si, et je le dis, les startups qui, dans les années 2017, 2018, moi, je vois une startup comme Yamp, qui avait la même technologie que Yango, avait eu un coup de pouce, on aurait quelque chose qui challengerait Yango. Mais regardons sur l'univers. On a qui? Yango est seul. On a InDrive, marocain. On a Uber aussi. On a Uber. On a même qui en tant que start-up locale a, pourtant la technologie on l'a. Oui. Donc la différence se fait à quel niveau? Au niveau de l'investissement, de la confiance, et ça, c'est le rôle et des investisseurs locaux, mais et de tout l'écosystème. Donc on dit, on n'a pas confiance aux start-up ivoiriennes, leur mindset, ils sont gonflés, aux start-upers, c'est peut-être possible, mais en réalité, c'est un écosystème qui se construit. À la fin du game, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on gagne? Et donc, le qu'est-ce qu'on gagne là, moi j'aime mettre beaucoup les émotions à côté pour dire, Joe, les gars, il y a un boulot, on le fait. Quand il n'a pas marché, on regarde comme il n'a pas marché, puis on le corrige. C'est pas une question d'ego de personne, c'est une question de suivi national sur notre économie numérique. Exactement. Je pense que ça, c'est vraiment une masterclass. Et on espère que le CI20 va continuer dans cette lancée-là parce que toutes ces actions feront que d'ici 5-10 ans, on aura des money points à nous, on aura des Flutterwave, des Paystack. Et moi, j'y crois vraiment. Je pense qu'on arrive au thème de notre émission. Vraiment, merci à toi d'être venu. Ça a été vraiment une discussion enrichissante. Et je pense qu'on va caler ça très rapidement, inviter toutes les startups, les 300 startups que vous avez actuellement du CI20 et progressivement, on pourra nous aussi apporter notre pierre à l'édifice. Les gars, vous avez entendu, hein? Abonnez-vous. Vous aurez sûrement d'autres contenus de ce genre. À très bientôt.